héros qui se tient là, pétrifié par une terreur instinctive dont il ignore la cause exacte, ne peut esquiver l'attaque. Tout juste a-t-il le temps de pousser un couinement de détresse. Déjà les serres du rapace se referment sur lui. Le bec redoutable perce les minces os du crâne. Les nuages recouvrent de nouveau l'astre nocturne et tout sombre dans un néant ténébreux. Le bocage maussade et silencieux, les herbes et les arbres, le prédateur et sa victime. Et même cette cruelle évidence selon laquelle, depuis que le monde est monde, le fort domine toujours le faible. Après ? Eh bien, après, tout pourrait se dérouler sans accroc et se résumer à une scène des plus banales, comme 1001 nuits semblables à celle-ci en recèlent. Des tissus déchirés, des poils gluants de sang, des viscères arrachés, un redoutable carnassier qui engloutit avec voracité une pitance médiocre dont il sait déjà qu'elle ne suffira pas à apaiser ses féroces appétits. Mais le grand-duc, au sommet de son frêne, n'aura pas la satisfaction de savourer en toute quiétude la petite bête sanguinolente qu'il tient toujours entre ses griffes. Il n'a pas avalé plus de 2 ou 3 becquets qu'il est dérangé par un bruit aussi soudain qu'inhabituel. Cette fois, ce n'est plus un simple bruissement de feuilles qui dissipe le silence de la nuit. Ce sont des branches qui craquent, des ronces qui ploient et se redressent en sifflant. Des pas lourds martèlent le sol sur un rythme précipité. Le rapace en oublie d'achever son maigre repas. Il redresse le col. Sa tête et ses yeux pivotent en tous sens, à toute allure. L'alarme fait frémir son plumage. Ce qui s'en vient là, courant à l'aveugle dans le sous-bois et suant la peur par tous ses pores, c'est une autre sorte de proie. Un gibier est toutefois trop imposant pour que l'oiseau puisse espérer participer à la curée. Dépité, le grand-duc du haut de son arbre pousse plusieurs cris brefs, déploie ses ailes et s'éloigne d'un vol pesant et dédaigneux, comme s'il abandonnait à regret son territoire à plus sauvage que lui. L'appel du volatile nocturne a fait sursauter la silhouette qui bondit de fourré en zigzagant entre les troncs. Le fuyard s'arrête, penché, les mains sur les genoux, la nuque cassée en arrière, pour tenter de discerner l'origine du cri lugubre qui a brusquement interrompu sa course. C'est un homme, enveloppé dans un large carrick à double collet. Si son chapeau à bord rabattu ne lui masquait pas en grande partie le visage, on pourrait voir qu'il se situe sur le mauvais versant de la quarantaine et que ses joues flasques sont envahies par une coupe rose prononcée. Allié à un fort embonpoint, ce détail suffit à trahir un individu d'une certaine aisance, probable amateur de bon vin et de bonne chair. N'ayant perçu aucune menace dans le fouillis des ramures, masse confuse agitée par la brise, le fugitif tente péniblement de reprendre sa respiration et de laisser passer son point de côté, cette douleur en coup de poignard qui lui a perforé les entrailles quelques instants plus tôt. Quand il se sent un peu mieux, il ose enfin se retourner. La nuit est maintenant tombée, et il se doute qu'il lui sera impossible de repérer visuellement un éventuel poursuivant. Alors, l'oreille aux aguets, il cherche à deviner si, derrière le murmure continuel du feuillage, il ne pourrait pas percevoir l'approche de cette ombre menaçante dont l'apparition l'a tant épouvanté tout à l'heure, alors qu'il suivait un chemin creux pour rejoindre sa gentilhommière. Mais rien. Rien que la profondeur d'une nuit humide et venteuse, la solitude d'une terre âpre et peuplée uniquement de bêtes nocturnes et des échos trop vivaces d'antiques légendes. Peu à peu, l'homme reprend l'empire sur lui-même. Il finit par se dire qu'il a sans doute cédé trop vite à la panique. La faute à ce climat de tension extrême qui règne sur la région depuis quelques semaines, à cette mort affreuse qui a frappé l'un de ses compagnons 4 jours auparavant. Son imagination a fait le reste. Ce qu'il a pris pour une silhouette embusquée n'était peut-être après tout qu'un arbuste agité par une soudaine rafale. Il a eu tort de s'affoler. D'étaler ainsi dans le bocage en pleine obscurité, c'est de la folie douce, le meilleur moyen de se tordre une cheville, ou pire encore. Rasséréné, l'inconnu tourne sur lui-même pour s'orienter et retrouver la direction qu'il doit suivre pour rentrer chez lui. Cependant, tant qu'il demeure dans le sous-bois, toute tentative de ce genre est vouée à l'échec. Il lui faut sortir du bosquet et attendre que la lune se démasque. Alors seulement il pourra laisser derrière lui